Après le G20, la crise monétaire continue. Pour en parler aujourd'hui, Anton Brender. Anton Brender, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé à l'Université de Paris-Dauphine. Vous êtes également directeur des études économiques de Dexia Asset Management. Et vous avez écrit avec Florence Pisani un livre intitulé « La crise de la finance globalisée ». Alors, abordons d'abord l'aspect international et mondial de cette crise. Après le G20 de Séoul, rien ne semble réglé sur la question des déséquilibres commerciaux et monétaires. Comment analysez-vous ces déséquilibres ? Je pense qu'il ne faut pas s'étonner si rien n'est réglé à l'issue du sommet, puisque ces déséquilibres, ils ont mis longtemps à se mettre en place et ils vont mettre longtemps à se résorber. Ceci étant, je serais un tout petit peu moins négatif sur ce qui s'est décidé lors de ce sommet, parce que si on lit attentivement le communiqué, dont il faut toujours se rappeler que c'est un compromis, hein, il y a 20 États qui se réunissent et ils négocient un compromis. Dans ce compromis, il est quand même dit assez clairement que l'un des objectifs du G20, c'est d'arriver petit à petit à résorber les déséquilibres internationaux. Autrement dit, on est passé à une coopération internationale dont la logique est de se forcer petit à petit à réduire aussi bien les déficits que les excédents, puisque c'est ça. Hein, mais aucune mesure concrète n'a été annoncée. Aucune mesure concrète n'a été annoncée, si ce n'est qu'on mettait en place un dispositif de surveillance qui est censé aller dans cette direction. Ça, simplement, le fait qu'on soit passé à une logique où vraiment on va se fixer des repères pour voir dans quelle mesure ces déséquilibres se résorbent, ça me paraît une première chose qui est positive. Ça va prendre du temps, mais c'est quand même quelque chose qui est en train de rentrer dans la logique de la coopération internationale. Il y a une deuxième chose qui a été décidée et qui n'est pas complètement anodine, d'autant plus qu'elle a été immédiatement appliquée. C'est qu'on a pris acte du fait qu'il y avait des mouvements de déstabilisation d'un certain nombre de monnaies qui avaient eu lieu, en particulier de monnaies de pays émergents. Et on a presque explicitement accepté que lorsque de telles déstabilisations menaçaient d'une excessive surévaluation de telle ou telle monnaie, eh bien le pays en question avait le droit de prendre des mesures pour se protéger, pour éviter une surévaluation excessive de sa monnaie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à Séoul qu'a eu lieu ce sommet, et le premier pays qui vient d'appliquer cette mesure, c'est précisément la Corée, et ça c'est directement après. La Corée qui est dans une bagarre avec le Japon. Qui est dans une bagarre avec le Japon, mais qui est surtout dans une bagarre pour essayer d'éviter une appréciation excessive du yuan. Et la Corée vient de décider qu'elle allait taxer les revenus des obligations coréennes, des obligations d'État coréennes, qui seraient achetées et détenues par des étrangers. Autrement dit, on est en train d'essayer de freiner l'effet sur le change, enfin, on est en train d'essayer de contrer l'effet sur le change de cette bouffée de mouvements de capitaux qui a effectivement affecté pas seulement la Corée, mais pratiquement la plupart des économies émergentes un peu dynamiques. Donc là, c'est une deuxième mesure qui n'est pas complètement négligeable, qui doit permettre aux pays émergents d'avoir un meilleur contrôle du rythme auquel leurs monnaies vont s'apprécier. Mais il me semble que par ailleurs, jusqu'à présent, il y a des mouvements qui se sont produits, qui ont paru spectaculaires. On parle facilement de désordre monétaire, de crise monétaire. Si on regarde ce qui s'est passé en matière d'évolution des changes sur l'année qui vient de s'écouler à peu près, c'est essentiellement la correction de ce qui s'était passé après la faillite de Lehman Brothers. Autrement dit, on a eu une phase dans laquelle le dollar s'est fortement apprécié, juste après la faillite de Lehman Brothers, parce qu'il y a eu une aversion au risque massive, et toutes les autres monnaies émergentes ou non d'ailleurs, se sont fortement dépréciés. Et puis, on a la correction. Et si vous regardez, en fait, le mouvement qui a eu lieu, il est spectaculaire, celui qui a eu lieu au cours des derniers mois, mais il ne fait que nous ramener là où on était avant la crise. Alors, on a le sentiment néanmoins que le débat central, il est entre la Chine et les États-Unis. Alors, clairement, la seule monnaie... Mais une des raisons, c'est aussi que le yuan chinois est la seule monnaie émergente, pour des raisons qu'on connaît, hein, puisque là, il est directement fixé par les autorités, et c'est un peg qui jusqu'à il n'y a pas longtemps était extrêmement rigide, c'est la seule monnaie qui n'est pas bougée. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'une appréciation du yuan chinois est une des conditions pour que les autres pays d'Asie en particulier acceptent de laisser leur monnaie se réapprécier. Donc il y a un dialogue. Si on veut employer un terme. Alors vous dites un dialogue qui est un terme diplomatique, mais on a plutôt le sentiment d'un rapport de force. On a un rapport de force qui est en train de gérer
la façon dont le yuan va évoluer par rapport au dollar en particulier. C'est logique, hein, les Chinois ne peuvent pas dire, ils ne veulent pas, et ils ont raison de ce point de vue-là, ils ne veulent pas d'une appréciation brutale du yuan. Ils ne peuvent pas dire qu'ils vont apprécier progressivement le yuan. On ne peut pas dire ça, hein, parce que si vous dites que tous les ans le yuan va s'apprécier... Ils l'ont annoncé plusieurs fois. Pourtant. Oui, oui, mais ils continuent de le gérer et ils ont dit qu'il allait s'apprécier, mais sans donner la moindre précision et surtout en contrôlant ce rythme. Je pense qu'on va rester dans ce type de situation pendant un certain temps. Et quand je dis un certain temps, ça peut prendre plusieurs années. Le point important, c'est qu'on est, me semble-t-il, hein, dans une économie mondiale où les monnaies des pays émergentes vont avoir tendance à s'apprécier par rapport à celles des pays développés. Juste encore un mot sur le débat, le rapport de force entre la Chine et les États-Unis. La situation actuelle d'accrochage du yuan au dollar et tous les mécanismes qui se mettent en place pour stabiliser le niveau du yuan par rapport au dollar fait que finalement la capacité de création monétaire est quasiment infinie. Je ne dirais pas qu'il y a une capacité de création monétaire quasiment infinie. On a du côté américain des autorités qui, comme vous le savez, impriment des billets, hein, font marcher la planche à billets, comme on dit, mais il ne faut pas se tromper sur ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est acheter 600 milliards, progressivement, ils vont acheter 600 milliards d'obligations publiques. C'est quelque chose qui n'est pas complètement exceptionnel, hein. Ils ont toujours détenu des obligations publiques, à la différence de ce qui se passe en Europe, il ne faut pas l'oublier, ils ont toujours eu des obligations publiques à l'actif de leur bilan. Ils impriment effectivement des billets. Mais des bilans de banque centrale qui se gonflent, qui se gonflent, mais pour une raison simple, c'est que personne ne veut dépenser les billets qu'impriment les banques centrales. Et donc les banques centrales n'ont pas d'autre stratégie pour essayer de relancer la mécanique de la croissance que d'imprimer des billets en espérant, si on garde cette expression, en espérant que ces billets, une fois, en gros, vous vendez une obligation du Trésor, on vous donne les billets que la Banque centrale imprime, et avec ces billets, vous allez acheter d'autres actifs, sans doute, éventuellement des monnaies étrangères, et toute la stratégie de la Banque centrale américaine, c'est d'espérer qu'à un moment, celui qui va toucher les billets qu'elle a imprimés va finir par les dépenser, non pas pour acheter d'autres actifs, mais pour acheter des biens et des services. Certains parlent de possibilité de détruire des éléments du bilan pour assainir ces bilans. Des banques centrales. Détruire des éléments du bilan? Je ne vois pas comment on peut. J'ai vu ça de la part d'experts que je ne nommerai pas, qui pouvait y avoir des techniques qui permettaient de détruire certains éléments à terme. Non, je sais pas, pour réduire, si vous voulez réduire le bilan de la Banque centrale, ça va être très simple. Il suffit qu'ils inversent le mouvement. Au lieu d'acheter les dettes, des dettes publiques comme ils le font, il suffit qu'elles les vendent. Et ça réduira très rapidement leur bilan. Alors, les États-Unis se sont lancés dans la politique d'assouplissement quantitatif que vous avez souligné. Quels sont les vrais objectifs de la Fed dans cette histoire? Je crois que c'est vraiment un objectif, une stratégie dont l'objectif premier, c'est d'arriver à faire que la croissance américaine reparte. Autrement dit, les États-Unis sont dans une situation qui est inacceptable pour les autorités américaines, qui est un marché du travail sur lequel il manque en gros pratiquement 10 millions d'emplois. 10 millions d'emplois, un taux de chômage de 10%, c'est quelque chose qui pour les États-Unis est inacceptable. Hein, le chômage pour l'économie américaine, c'est la pire des choses parce que... Alors par quel mécanisme de transmission? Par quel mécanisme de transmission? Les mécanismes normaux de transmission, ils sont bouchés. On sait que ça fait baisser les taux, ce que fait la Fed, ça c'est son objectif, ça fait baisser même toute la courbe des taux. Mais on sait que normalement, ça provoque une reprise du crédit, en particulier du crédit aux ménages. Et la Fed, c'est malheureusement des ménages une chose, déjà très endettés. C'est que ça ne peut pas se produire précisément parce que les ménages sont très endettés et que personne n'a envie d'augmenter le crédit aux ménages actuellement. Et en plus, les ménages n'ont pas vraiment envie de s'endetter. Donc cette mécanique-là, la mécanique normale, ne peut pas fonctionner. Donc celle qui peut fonctionner, c'est celle dans laquelle on va voir petit à petit, on l'a vu hein, avec l'annonce qu'a fait la Fed, on va voir les prix d'un certain nombre d'actifs, la bourse américaine en particulier, monter. Le fait que la bourse américaine soit montée est un élément très important. Pourquoi? Tout simplement parce que les ménages américains sont très sensibles à la valeur de leur portefeuille boursier, à leur richesse financière, et le fait qu'elle se soit regonflée un petit peu, eh bien, c'est quelque chose qui, sur les mois qui viennent, va se traduire par le fait que ça contribue à stabiliser, voire à faire baisser un peu le taux d'épargne, et donc à stimuler la consommation. Et c'est par ce biais-là, c'est un des biais par lequel la politique va jouer, plus que jamais, c'est par la réappréciation d'un certain nombre d'actifs, dont la bourse. Et le deuxième effet,
c'est bien sûr par le change, même si ce n'est pas l'objectif premier de la Fed, si elle fait baisser toute la courbe des taux américains, eh bien, si les autres courbes de taux ne bougent pas, il y a des arbitrages qui se font naturellement. Il y a des gens qui disent je vais acheter des obligations européennes, coréennes, brésiliennes, tout ce qu'on va trouver qui rapporte plus. Et si en plus on pense que tout le monde le fait en même temps, on se dit que ça va apprécier les monnaies des pays et ça nous ramène à ce dont on parlait au début. Mais ce n'est pas l'objectif premier de la Fed. La Fed préférerait que tout le monde fasse la même chose. Autrement dit, que la Banque centrale européenne, éventuellement, au lieu de laisser penser qu'elle va monter ses taux, comme elle ait une politique tout aussi agressive et persuade les marchés que ça n'est pas demain qu'elle va monter ses taux, auquel cas on verrait tout de suite l'euro redescendre. Par rapport je comprends bien la politique qui consiste à faire évoluer vers le haut le prix des actifs, mais on se retrouve dans une situation un petit peu antérieure, d'inflation du prix des actifs. Non. Alors, inflation, c'est pas parce que les prix actifs remontent qu'ils remontent de façon excessive. Autant on pouvait dire à certains moments que le cours des actions était surévalué, il suffit de regarder le rapport entre les prix et les profits qu'on pouvait attendre. Autant aujourd'hui, vous pouvez tourner les évaluations de bourse dans tous les sens. Autant vous apercevez qu'on n'est pas du tout sur des actifs boursiers pour l'instant, mais on est même très loin. Ce qu'on appelle en jargon d'analyste les primes de risque sont sur des niveaux qu'on a très rarement vus. Alors vous dites que en termes de hauteur. Vous dites que la Fed souhaiterait que les autres banques centrales, et notamment la BCE, mènent le même type de politique. Mais ne peut-il pas y avoir une autre idée en tête de la Fed qui est de dévaloriser la dette en dollars ? C'est une politique que les États-Unis ont déjà pratiquée dans le passé. Je pense vraiment que ce n'est pas du tout la préoccupation centrale de la Fed actuellement. Dévaloriser les dettes des États-Unis en dollars, ce n'est vraiment pas la préoccupation de la Fed. À la rigueur, je vous dis que le dollar baisse, ça oui, parce que ça peut stimuler l'économie. Mais vraiment, je ne pense pas une seconde que la Fed soit préoccupée par la valeur de la dette des États-Unis en dollars. Bon, la dette des États-Unis est en dollars. Il n'y a pas de machiavélisme là-dedans. Je ne crois pas du tout que ce soit une stratégie, en tout cas, de réduction de leur dette. Leur dette, elle est en dollars, et donc ils sont tranquilles de ce point de vue-là. Alors finalement, croyez-vous qu'une réforme du système monétaire international soit possible ? Et si ça vous apparaît possible, quelles seraient vos préconisations ? Alors, les préconisations, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que c'est un des points qui va être à l'ordre du jour des prochains G20, sous la présidence française. Réformer le système international. Un an. Oui, mais il faudra sans doute plus longtemps. Personnellement, moi, je pense qu'on va... D'abord, il faut bien voir qu'il n'y a pas vraiment de définition claire de ce qu'on appelle le système monétaire international. Qu'est-ce qui est entendu par ça? Est-ce que c'est le système de réserve internationale? Est-ce que c'est la façon dont se détermine l'échange des monnaies, les cours des monnaies les unes par rapport aux autres? Est-ce que c'est essentiellement du côté des pays développés qu'on a des préoccupations? Est-ce que c'est dans le change du côté du change des pays émergents? Donc, je pense que déjà la définition même de ce qu'on appelle le système... On est quand même dans une situation où il y a dans certains endroits des taux de change quasi fixes ou quasi fixes, et par ailleurs des variables d'ajustement. Oui, mais on va vers ce qui me semble important, ça nous ramène à ce qu'on disait au début, c'est qu'une des décisions qui est prise ou presque prise par le G20 de Séoul, c'est que du côté des pays émergents, il y a la possibilité d'intervenir de différentes façons pour gérer l'évolution de son change. Autrement dit, l'idée qu'il ne faut pas mettre d'entrave au mouvement de capitaux, qu'il faut laisser les marchés de change à eux-mêmes, c'est une idée sur laquelle on est en train de revenir. Et ça, c'est un élément très important pour la reconstruction d'un système monétaire international qui sera toujours un système bricolé. Autrement dit, il ne faut pas se tromper. On ne va pas avoir ce qu'on a eu après la guerre de 40, c'est-à-dire tout le monde qui se met autour de la table en disant voilà le nouveau système monétaire international. Ça va être une série d'aménagements. Il n'y aura pas de bon corps. Il n'y aura pas... Non, il y aura... Alors ça, c'est le côté monnaie de réserve, par ailleurs. Mais du côté de la gestion des changes, je pense qu'il y aura un aménagement de ce qui existe dans un sens qui permettra de gérer, dans une certaine mesure, le change essentiellement du côté des pays émergents. Et maintenant, si on regarde les évolutions de change entre les pays développés, c'est relativement simple. Quand on regarde ce qui se passe, sans vouloir manier le paradoxe, c'est presque ce qui marche le mieux dans l'économie mondiale aujourd'hui. Les évolutions de change, vous regardez le cours du dollar par rapport à l'euro, le cours du yen par rapport au dollar, ils répondent, mais d'une façon étonnante depuis plusieurs années maintenant, essentiellement aux anticipations sur la politique monétaire. On dit en Europe qu'on se prépare à monter les taux, ça fait monter l'euro. On se dit aux États-Unis qu'on
qu'on va faire baisser les taux, ça fait baisser le dollar. Simplement, ça peut conduire à des situations... Aux anticipations. Donc, c'est les anticipations sur la politique monétaire. De ce que disent les banques centrales. Exactement. Quand vous regardez ce qui guide les mouvements de change, mais depuis plusieurs années, des grandes monnaies, je ne parle pas des monnaies de pays émergents. Donc les marchés sont totalement grégaires par rapport à la parole des Non, ils intègrent les... Non, il y a deux choses. Il y a les marchés de taux d'intérêt qui, effectivement, écoutent ce que leur disent les banques centrales, et les marchés d'échange, une fois qu'ils ont vu quels étaient les niveaux de taux d'intérêt qu'on attendait pour, en gros, l'année prochaine, eh bien, vous voyez le change suivre, mais très exactement, sauf période exceptionnelle, les indications et les écarts de taux d'intérêt qui se déterminent. Alors, prenez un exemple, le yen. Le yen, il y a 3 ou 4 ans, vous aviez à peu près 400 points de base entre les taux américains qu'on attendait pour dans un an et ceux du Japon. Le Japon était à 0, les États-Unis étaient nettement au-dessus. Puis petit à petit, les circonstances qu'on connaît aidant, les taux américains ont baissé. Donc l'écart de taux entre les deux monnaies s'est réduit. Et si vous regardez, vous allez vous apercevoir que les Japonais ne pouvant pas baisser plus leur taux qu'ils n'étaient, mais les Américains baissant sans arrêt et expliquant bien que ça allait durer, eh bien l'écart de taux qu'on attend pour dans un an à peu près entre le yen et le dollar s'est réduit sans arrêt. Et du coup, le yen n'a pas arrêté de monter. Et jusqu'à ce que les Japonais disent c'est un peu trop et qu'ils se mettent à intervenir à nouveau. Mais ça fonctionnait et ça fonctionne toujours extrêmement mécaniquement une fois qu'on a compris que c'était essentiellement les écarts de taux d'intérêt qui jouaient. Le cas du dollar-euro elle-même a un détail près important, c'est que par moment, il y a aussi des mouvements plus dramatiques, si je puis dire, qui se produisent. Il y en a un qui s'est produit il n'y a pas longtemps, qui était l'idée que l'euro allait éclater. Et forcément, si on vous explique que l'euro va éclater, ça va avoir une influence sur le cours du change. Et là, on s'écarte des écarts de taux d'intérêt. Mais dès que cette idée disparaît, eh bien, on remonte. Et actuellement, justement, cette idée elle est en train de renaître. Et ça explique que l'euro soit en train de redescendre. Autrement dit, on est toujours ancré autour des écarts de taux d'intérêt, mais avec des fluctuations qui tiennent aux anticipations qu'on peut faire sur les grandes tendances d'évolution de la monnaie en question. Alors justement, passons à l'Europe. L'Europe qui maintient, la BCE qui maintient des taux supérieurs aux taux américains, légèrement supérieurs quand même. Et surtout qui dit qui laisse entendre qu'elle va les monter sans doute plus vite qu'on ne pensait. Des taux supérieurs donc à la Fed, des taux supérieurs à ceux qu'on connaît au Royaume-Uni ou au Japon. Et une Europe où on vit aujourd'hui aussi des problèmes monétaires. Donc après la Grèce, en ce moment même, c'est la crise qui éclate en Irlande. Quel est le risque de contagion aux autres pays européens? Alors, ce risque de contagion, on l'a repéré depuis maintenant à peu près un an. Depuis le début de la crise grecque, un peu au début de cette année, et même à la fin de l'année dernière, on savait, en fait, après Dubaï, on a réalisé que d'un seul coup, les États pouvaient avoir des problèmes. Et que du coup, on a réévalué les primes de risque des différents États. On n'avait pas du tout prévu ça. Non. Quand on a créé l'euro, on n'avait pas du tout pensé à ça. Non, mais personne n'avait ces choses-là en tête. En tout cas, la seule chose qu'on avait en tête lorsqu'on a prévu l'euro, c'était que les États étaient chacun seul responsable de leur propre dette, sûrement pas de celle des autres. C'est là-dessus qu'on était parti. Ceci étant, une fois qu'on a compris que l'euro ne peut pas se défaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de fait, il y a une solidarité qui existe entre... On est attaché par la même monnaie, et donc on est forcé de rester ensemble, parce que c'est très difficile de défaire l'euro. Une fois qu'on a compris que cette solidarité de fait existait, eh bien, le fait qu'une monnaie, ou qu'un pays plutôt, ait un problème, risquait, la façon dont ce problème allait être résolu, risquait d'affecter la façon dont on allait anticiper les problèmes des autres pays. Donc d'un seul coup, on a vu avec le problème grec qu'effectivement, il y a une série de primes de risque qui ont été réévaluées, parce que si on vous dit que la Grèce, contrairement à ce qu'on pensait, peut faire défaut, eh bien on va se dire, si la Grèce peut faire défaut, les autres aussi. L'Espagne, l'Italie, tout le monde. Et donc on a d'abord, tout le monde. Et donc on a réapprécié le risque de défaut, mais une fois qu'on a pris conscience de ce problème de contagion, ça a pris du temps. On a mis en place un fonds qui était destiné à faire coupe-feu. Il faut se rappeler qu'en mai dernier, après des épisodes particulièrement dramatiques... Ça a été difficile quand même. Absolument. Il a fallu que les États-Unis interviennent. Absolument. Mais on a mis en place des coupe-feux
Et c'est là où on rentre dans... Et des coupe-feux de grande taille. Hein. Quand vous regardez, on a de quoi en fait financer les problèmes des principaux pays qui sont actuellement sous le feu des projecteurs, jusqu'à l'Espagne. On a de quoi les financer avec ce qui est prévu par ce fonds. Le paradoxe européen, c'est quoi? C'est qu'on a mis en place des coupe-feux, et juste au moment où on les a mis en place, au moment où ils sont devenus opérationnels, il y a certaines voix qui se sont élevées pour dire « mais il ne faut surtout pas s'en servir ». Mieux même, on va déjà préparer la façon dont, après 2013, qui est la date d'expiration du mécanisme coupe-feu qu'on vient de mettre en place, des voix sont élevées pour dire on va préparer un mécanisme de résolution, mais cette fois de crise dans lesquelles les créanciers pourraient être exposés à des pertes. On va le préparer pour que dès que ce fonds n'existe plus, on puisse mettre en place autre chose où chacun partagera les pertes entre les différents États, mais aussi avec les créanciers. Et ça, bien sûr, ça a créé un doute sur l'efficacité et même la volonté qu'on a de se servir de ce coupe-feu. Donc on a mis en place un coupe-feu et dès qu'il a été mis en place, on a expliqué qu'il ne fallait pas s'en servir, alors même qu'un pays comme l'Irlande est en grande difficulté. Alors vous avez dit tout à l'heure, l'euro, je vous cite, hein, l'euro ne peut pas se défaire. Mais est-ce que la situation actuelle avec des spreads de taux d'intérêt, des tensions de tous les côtés sur la compétitivité, ne ressemble pas quelque part à la crise du SME en 92-93 ? Alors, il faut se rappeler qu'il n'existait pas, hein, 92-93. Donc on aurait pu ne pas le faire. Mais une fois qu'il est fait, on est dans une situation qui est très différente. Hein. C'est très difficile de défaire l'euro au sens de faire sortir mais pas impossible. Un pays de... Rien n'est impossible. Si vous mettez en perspective ce qui s'est passé depuis des siècles, il y a plein de choses qu'on considérait comme impossibles ou improbables qui se sont produites. Mais c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense, pour des raisons qu'on peut qualifier de techniques, mais qui sont extrêmement importantes. Il y a aujourd'hui des situations financières totalement imbriquées entre tous les pays de la zone euro. Le jour où vous allez vouloir gérer une sortie d'un pays de l'euro, vous allez vous apercevoir que sur un plan purement de la tactique à adopter pour le faire, pour ne pas qu'il y ait des mouvements, des déplacements de capitaux, dès qu'on va anticiper un mouvement de ce type, il y a des capitaux qui vont bouger, c'est extrêmement difficile pour toutes ces raisons. Et donc, contrairement à ce que beaucoup disent, l'éclatement de l'euro, c'est quelque chose qui ne peut pas se produire de façon programmée. Ce sera forcément un événement extrêmement dramatique. C'est une des raisons pour lesquelles, à chaque fois qu'on en prend conscience, eh bien, finalement, on accepte de faire un pas dans une direction qui n'est pas forcément celle qu'on aurait prise si on ne sentait pas qu'on est tous attachés ensemble et que c'est très difficile de se détacher. Alors, pour tenter de maintenir l'euro et peut-être pour conclure, quelles réformes institutionnelles vous paraissent totalement indispensables et urgentes dans la zone euro ? Alors, je pense que là, ça peut être relativement simple à comprendre. À partir du moment où il y a une solidarité qui existe, même si on a eu du mal à l'accepter, elle existe et c'est difficile de sortir de l'euro. Je pense qu'il faut l'accepter. Autrement dit, et l'organiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on est solidaire, ça veut dire que chacun doit avoir un droit de surveillance sur ce que font les autres, puisque ce que font les autres va avoir un effet sur ce que vous faites. Donc ça, c'est... Surveillance plus que solidarité? Attendez, ça c'est un des aspects. D'un côté, la surveillance. Mais si la surveillance est renforcée, l'autre implication, c'est qu'il faut également renforcer la solidarité. Autrement dit, si vous surveillez correctement et que malgré tout, les choses... On a parlé plus de surveillance que de solidarité. Il faut parler des deux. Vous me demandez mon point de vue. Mon point de vue, c'est qu'il faut mettre les deux choses en parallèle. Il y a une solidarité de fait. L'organiser, ça veut dire plus de surveillance, parce que s'il n'y a pas plus de surveillance, il n'y a aucune raison qu'on se sente responsable de ce que font les autres, si on n'a pas son mot à dire dans ce qu'ils font. Mais une fois qu'on a mis plus de surveillance, ce qui en découle naturellement, c'est une totale solidarité. Et donc c'est à nous, jusqu'à présent, on n'a pas essayé d'exercer une véritable surveillance. C'est bien pour ça d'ailleurs que le pacte de stabilité et de croissance qu'on avait mis en place n'a jamais fonctionné, on n'a jamais pris au sérieux. Il faut le prendre au sérieux parce que le corollaire de ce regard que chacun a sur ce que font les autres, c'est qu'ensuite tout le monde doit être solidaire. Espérons la solidarité. Antoine Brender, merci beaucoup. Merci.